Parfois, ce qui met fin à une vie n'est pas ce que les médecins ont appris à détecter. Même une vingtaine de spécialistes n'ont pas réussi à comprendre ce qui tuait le milliardaire. Mais la femme de ménage, elle, a vu ce que tous les autres ont manqué. Leonardo Russo empirait dans sa suite d'hôpital à 4 millions de dollars. Les machines émettaient leurs bips réguliers. Les meilleurs médecins du pays affichaient des mines préoccupées. Malgré leurs efforts, la mort se rapprochait. Elena Moretti entra discrètement pour son service de nuit habituel, aussi invisible que d'habitude. Avec moins de monde dans les couloirs, elle passait inaperçue. Elle inspira l'odeur piquante d'antiseptique, mêlée à du parfum et à autre chose. Une trace métallique flottait dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Ses instincts, forgés par des années d'études en chimie, s'activèrent. Elle s'arrêta net. La légère teinte jaune sur ses ongles, la manière inhabituelle dont ses cheveux tombaient, la couleur étrange de ses gencives, le cœur d'Elena s'accéléra. Dans son esprit, la réponse prit forme instantanément et clairement, comme une formule se liant dans un bêcher. Elle connaissait exactement le toxique en jeu. Mais qui croirait une femme de ménage, alors qu'une équipe de médecins prestigieux n'avait rien trouvé? Il y avait un côté caché au centre médical Johns Hopkins, une aile ultra exclusive où les riches payaient pour le calme et la discrétion. La chambre de Leonardo Russo ne ressemblait pas à un hôpital. On aurait dit une suite d'hôtels de luxe, avec des panneaux en bois poli dissimulant les appareils médicaux et une lumière douce créant une ambiance apaisante. Le magnate milliardaire de la tech avait payé une fortune pour faire venir les meilleurs médecins d'Amérique, déterminés à percer le mystère de sa santé déclinante. Elena nettoyait silencieusement les meubles et les surfaces coûteuses. À 38 ans, ses gestes étaient précis et rodés. La vie lui avait appris l'efficacité. Elle était mère célibataire, travaillait de nuit, souvent ignorée. Mais ses yeux affûtés ne manquaient rien. Elle repérait les signes que d'autres négligeaient. À quelques mètres, le docteur Marcus Hale parlait à son équipe médicale. Distingué, les cheveux argentés, diplômé de Harvard, sa voix calme imposait naturellement le respect. « Messieurs, dit-il, nous avons épuisé toutes les pistes classiques. L'état de M. Russo ne correspond à aucun diagnostic standard. Son foie continue de se détériorer. Le déclin neurologique s'accélère. Nous devons envisager des causes plus inhabituelles. » Elena garda la tête baissée, écoutant attentivement. Elle avait appris à écouter ainsi à l'université, prenant discrètement des notes tout en absorbant chaque détail. À l'époque, elle était la meilleure élève de son programme de chimie, boursière promise à une carrière en recherche médicale. Mais sa vie avait basculé quand ses parents étaient morts dans un accident, la laissant responsable de ses jeunes frères et sœurs. Elle avait quitté l'école en milieu de semestre, se jurant d'y revenir. Elle n'en eut jamais la possibilité. « L'équipe de nettoyage doit terminer », lança sèchement le docteur Hale, remarquant la présence d'Elena. Il n'avait pas besoin de dire son nom pour la congédier. « Nous avons des choses sérieuses à discuter. » Cela suffisait. Elena fit un petit signe de tête, gardant une expression neutre, même si la remarque fit mal, comme toujours. Il ne voyait que son uniforme, jamais l'intelligence qu'il cachait. Mais Elena avait entretenu sa passion pour la chimie. En lisant la nuit à la bibliothèque, en regardant des cours scientifiques sur son téléphone, en parcourant des revues académiques pendant ses pauses déjeuner. Elle avait gardé le savoir, même sans diplôme pour le prouver. Pendant qu'elle nettoyait, son regard se posa sur le dossier médical de Russo. Les symptômes, douleurs nerveuses, chute de cheveux, troubles digestifs, ressortaient. Pris séparément, ils semblaient sans lien. Mais ensemble, ils formaient un schéma qu'Elena reconnaissait. Le docteur Hale passa à côté d'elle, sans même un regard. Elle se poussa instinctivement, disparaissant à nouveau dans le décor. « Il passe devant moi tous les jours comme si je n'existais pas », pensa-t-elle. « C'est pour ça qu'il ne voit jamais ce que je vois. » Son attention se porta sur les affaires personnelles de Russo. Des produits de toilette haut de gamme, soigneusement rangés dans la salle de bain. Un objet attira son regard.
une crème pour les mains importées. Elle remarqua qu'elle avait été déplacée depuis la veille. Quelqu'un l'avait utilisée ou du moins touchée. Elena enregistra ce détail dans sa mémoire. En chimie, les plus petits changements mènent souvent aux plus grandes découvertes. La porte de la suite s'ouvrit dans un clic discret et un homme élégant entra. Son badge indiquait Thomas Jiménez. Elena connaissait ce nom. Autrefois rival de Russo dans le monde de la tech, il était désormais constamment à ses côtés depuis le début de cette maladie mystérieuse. « Leonardo se repose », dit le docteur Hale. « Aucune amélioration. »« Je lui ai apporté sa crème pour les mains préférées », répondit Jiménez, posant un pot noir élégant sur la table de chevet. « Elle vient de Suisse. » Un petit confort, mais c'est la seule marque qui ne lui irrite pas la peau. Elena observa avec quelle précision il plaçait le pot, juste là où il serait utilisé. Quelque chose dans ce geste la frappa. Trop précis, trop intentionnel. Plus tard, en nettoyant une chambre voisine, Elena entendit deux internes discuter du cas de Russo. « Je n'ai jamais vu des symptômes apparaître comme ça », dit l'un d'eux. « On dirait 3 maladies différentes en même temps. » Hale pense que c'est une sorte de réaction auto-immune en chaîne, répondit l'autre. Mais tous les tests donnent des résultats contradictoires. Et pourtant, l'un des hommes les plus riches du monde de la tech dépérissait, pendant que les plus grands esprits couraient après des ombres. Elena resta figée un instant, les pièces se réorganisant dans son esprit comme une équation chimique sur le point de s'équilibrer. Les symptômes, le déclin inexpliqué, l'apparition répétée de cette crème pour les mains hors de prix, l'esprit d'Elena commença à assembler le puzzle. Une théorie prit forme, mais elle avait besoin de plus de temps, plus de détails. Cette nuit-là, elle modifia discrètement sa routine de nettoyage pour pouvoir entrer dans la suite de Russo pendant qu'il dormait. Elle profita des heures calmes pour étudier les mises à jour du dossier médical, suivant mentalement chaque nouveau symptôme. Chacun d'eux s'insérait de plus en plus clairement dans sa théorie. Pour quelqu'un avec son bagage en chimie, le schéma devenait impossible à ignorer. À la fin de son service, Elena se tint devant le miroir dans les toilettes du personnel. L'uniforme qu'elle voyait reflété était simple, banal. Son visage montrait la fatigue, mais ses yeux étaient vifs, empreints de la confiance discrète de celle qui sait qu'elle a raison. Il y avait une ligne invisible entre elle et les médecins, une barrière construite non pas par le savoir, mais par le statut. « Il ne me voit pas », murmura-t-elle, « mais moi, je vois tout. » Puis, à 2h17 du matin, les alarmes retentirent. Un code bleu résonna dans les couloirs. Elena se trouvait dans la pièce voisine et se figea à ce son. Des médecins passèrent devant elle en un éclair. Quelque chose s'était très mal passé pour Leonardo Russo. Son cœur battait fort alors qu'elle s'approchait de sa porte, laissée entr'ouverte. À l'intérieur, la pièce était en pleine agitation. Les enzymes du foie explosent. Les reins lâchent. Il répond à peine, rapporta un jeune interne, la voix tendue par le stress. Le docteur Hale entra rapidement prenant les commandes. Lancez un panel toxicologique complet. Encore une fois, ordonna-t-il, quelque chose provoque cet effondrement généralisé. Elena s'approcha un peu plus, sa curiosité désormais mêlée d'inquiétude. Les moniteurs lançaient des alarmes rapides. Les infirmières administraient des traitements d'urgence. Le docteur Morales, l'un des plus jeunes médecins, prit la parole. Et si c'était environnemental ? Quelque chose dans son alimentation, son eau ou ses produits de soins personnels. Le docteur Hale lui lança un regard sec. On a tout testé dans cette chambre, 2 fois. Concentrez-vous sur les vraies causes médicales, pas sur des théories absurdes. Le docteur Morales se tut, visiblement blessé. L'équipe continua, parvenant à stabiliser Russo pour le moment. Alors que le tumulte retombait et que le personnel quittait la pièce pour discuter de la suite, Elena entra discrètement dans la suite. Elle s'approcha du dossier, parcourant les dernières notes. Les nouveaux symptômes correspondaient au chemin qu'elle traçait dans son esprit. Puis son regard se tourna de nouveau vers le comptoir de la salle de bain et vers le pot de crème pour les mains posées sur la table de chevet.
Son léger éclat métallique sous la lumière douce raviva un souvenir de ses années d'université, un cours sur les substances toxiques, sur les intoxications aux métaux lourds. Elle s'approcha du patient, examinant ses ongles. C'était là, la même décoloration subtile, le même type de chute de cheveux, le même schéma de douleurs abdominales évoqué dans ce vieux séminaire de toxicologie. Elle eut un petit souffle de surprise. Tous les symptômes correspondaient parfaitement à une intoxication au thallium, exactement comme elle l'avait étudié autrefois. Était-il possible que tant de médecins, parmi les meilleurs du pays, aient ignoré quelque chose d'aussi classique? Elena s'arrêta, puis s'approcha doucement de Sophie, une infirmière de nuit avec qui elle avait déjà échangé quelques mots amicaux. « Excuse-moi, » dit-elle à voix basse, « est-ce que quelqu'un a envisagé une intoxication au thallium dans le cas de Monsieur Russo? Les symptômes me correspondent exactement. » Le visage de Sophie changea, sa chaleur laissant place à une impatience polie. « Elena, je sais que tu veux aider, mais ces médecins, ce sont les meilleurs. Fais-moi confiance. » Elena ouvrit la bouche pour continuer, mais Sophie l'interrompit, son ton soudain plus froid. « Si tu as fini d'écouter aux portes, la salle de bain attend encore. Laisse les diagnostics aux médecins. » Elena recula d'un pas, les joues rougies par la honte. Elle retourna vers son chariot, le poids du rejet pesant lourd dans sa poitrine. Pourtant, la clarté dans son esprit ne faiblissait pas. Elle en était certaine. Le thallium était le coupable. La seule question désormais était, allait-elle tout risquer, son emploi, sa sécurité, pour se faire entendre? En poussant son chariot dans le couloir, ses pensées tournaient avec urgence. Les symptômes n'étaient pas aléatoires. Ils correspondaient à sa théorie dans les moindres détails. Engourdissement, douleurs abdominales croissantes, perte de cheveux très spécifiques. Elle se souvenait de son professeur de toxicologie qualifiant le thallium de poison des empoisonneurs, presque indétectable sans test ciblé, capable d'imiter de nombreuses maladies sans lien apparent. Elle termina le reste de son service comme un robot, toute son attention tournée vers l'état de Russo, de plus en plus critique. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle alla directement vers sa vieille étagère et en sortit un manuel universitaire usé. Elle tourna jusqu'au chapitre sur la toxicité des métaux lourds. Son cœur battait à tout rompre, chaque ligne confirmant ce qu'elle savait déjà. Thallium, inodore, sans goût, facilement absorbé par la peau, capable de provoquer une défaillance systémique sans alerter les signaux habituels, et un mode de transmission courant, les crèmes pour la peau. Le lendemain matin, elle arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Ses yeux suivirent Thomas Jiménez alors qu'il entrait dans la suite de Russo, portant encore un autre pot de cette crème luxueuse pour les mains. Comme à chaque fois, il affirma que c'était la seule que Russo supportait. Il en appliqua même sur les mains de Leonardo, tout en souriant et bavardant doucement. Elena observa attentivement. Trop de soin dans son geste, trop mécanique, une façon trop parfaite d'administrer quelque chose de dangereux en toute discrétion. Une confrontation ne servirait à rien, elle avait déjà été écartée. Il lui fallait des preuves, quelque chose d'indéniable, que même quelqu'un comme le Dr Hale ne pourrait ignorer. Sa détermination se renforça. Leonardo n'avait plus beaucoup de temps. Son état continuait de se détériorer d'heure en heure. Elena suivait chaque changement à travers des bribes de conversations d'infirmières et des regards furtifs sur les dossiers laissés sans surveillance. Elle savait qu'elle devait agir vite. Pendant sa pause, elle se rendit à un ordinateur public dans le salon familial de l'hôpital. Elle consulta des cas confirmés d'intoxication au thallium et les compara à ce qu'elle avait observé. La correspondance était glaçante. Lésions nerveuses périphériques remontant vers le haut du corps. Chute de cheveux avec un motif bien spécifique à la racine. Blocage digestif. Tout correspondait. Mais pourquoi cela n'avait-il pas été détecté? Et comment le poison entrait-il dans son corps sans être remarqué? Elle prit une feuille de papier en tête de l'hôpital et se mit à écrire, sa main légèrement tremblante. Les mots jaillirent. Clinique, précis, urgent.
Vérifiez une intoxication au thallium. Présentation classique. Elle rédigea le message simplement et le glissa sous une pile de papier sur le classeur du docteur Hale pendant qu'elle nettoyait son bureau. Un geste discret de désespoir, une dernière tentative pour se faire entendre. Le lendemain matin, Helena arriva en avance. Elle se posta près de la salle de conférence où les médecins se réunissaient. Par la porte entr'ouverte, elle entendit la voix du docteur Hale, teintée de moquerie. « Et maintenant, dit-il avec un sourire en coin, apparemment le personnel de nettoyage pose des diagnostics. » Des rires étouffés suivirent, résonnant dans la pièce. « Quelqu'un a laissé un mot anonyme parlant d'intoxication au thallium, » ajouta un autre médecin. « On a fait les tests pour les métaux lourds dès la première série, » répondit un autre. « Exactement. Procédure standard, » conclut Hale d'un ton sec. « Je suppose que le service de ménage fera les opérations chirurgicales la semaine prochaine. » La poitrine d'Helena se serra, ses doigts se crispèrent sur la poignée de son chariot jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les moqueries faisaient mal, mais ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était de sauver une vie. Il n'écouterait pas une note. Elle devait trouver une autre stratégie. Le docteur Morales, elle se souvenait enfin de son nom, semblait plus ouvert d'esprit, moins blasé que les autres. Cet après-midi-là, Helena modifia sa routine pour croiser son chemin. Alors qu'il sortait d'une chambre, elle s'approcha avec calme et détermination. « Excusez-moi, docteur Morales, » dit-elle, d'un ton respectueux mais ferme. « C'est à propos de monsieur Rousseau. Je pense qu'il est empoisonné au thallium. Les symptômes correspondent exactement. » Il s'arrêta, visiblement surpris. « C'est une hypothèse peu courante, » dit-il prudemment. « Mais nous avons déjà effectué des panels toxicologiques pour les métaux lourds. » Helena hocha la tête. « Oui, mais si le poison est appliqué en petites doses régulières, les niveaux pourraient ne jamais être assez élevés pour déclencher une alerte. Sa crème pour les mains. » « Je comprends votre inquiétude, » l'interrompit-il rapidement en consultant sa montre. « Vraiment, mais je dois aller en consultation. Peut-être en parler à l'une des infirmières. » Il tourna les talons et s'éloigna. Elle resta figée dans le couloir, submergée une fois de plus par ce sentiment écrasant d'invisibilité. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle lavait un couloir, un homme en uniforme s'approcha, le chef de la sécurité. « Mademoiselle Moretti, » dit-il d'un ton sec, « nous avons reçu des plaintes concernant votre implication dans des affaires médicales. Ceci est un avertissement. Restez à votre place. Si vous franchissez la ligne à nouveau, il y aura des conséquences. » Helena déglutit difficilement et hocha la tête, incapable de parler tant sa gorge était nouée. Son cœur battait à tout rompre, non de peur, mais de frustration. Il ne l'écouterait pas, à moins qu'elle ne les y force. Elle avait besoin d'une preuve irréfutable, quelque chose qu'il ne pourrait pas balayer d'un rire. Mais l'obtenir signifierait franchir des limites qui pourraient lui coûter l'emploi dont elle avait besoin pour faire vivre sa famille. Ce soir-là, dans le calme de la salle de repos, Helena était seule, son dîner intact devant elle. Le poids de sa décision planait sur elle. Leonardo Rousseau n'avait plus beaucoup de temps. Elle regarda son reflet dans la fenêtre sombre. Ce n'était plus une question de fierté. Ça ne l'avait jamais vraiment été. Il s'agissait de faire ce qui était juste. Elle avait pris sa décision. Il lui faudrait certains produits de nettoyage, un accès discret au laboratoire de l'hôpital et un timing parfait. Elle pouvait effectuer elle-même les tests chimiques. Elle se souvenait encore des procédures, même après 15 ans. Demain, elle leur montrerait ce qu'ils refusaient de voir, ou elle perdrait tout en essayant. Cet après-midi-là, Thomas Jiménez revint. Sa visite fut brève, à peine 15 minutes, mais intentionnelle. Depuis le couloir, Helena observa tandis qu'il plaçait soigneusement la crème pour les mains de luxe bien en vue, à portée. Il suggéra même à l'infirmière de jour d'en appliquer sur les mains et les bras de Leonardo Rousseau pour l'apaiser. L'infirmière acquiesça et suivit son conseil sans se douter de ce qu'Helena soupçonnait désormais. Une fois Jiménez parti, Helena entra discrètement dans la suite de Rousseau pour nettoyer la salle de bain. Elle examina le flacon noir brillant d'un œil averti.
L'emballage élégant ne révélait rien. Mais lorsqu'elle retira le bouchon et observa la crème sous la lumière, un léger éclat métallique attira son attention. Un détail qu'elle avait déjà remarqué auparavant. Elle ne pouvait pas simplement prélever un échantillon. Cela aurait suscité des questions. Alors, elle attendit. Au changement d'équipe, lorsque les infirmières laissèrent brièvement la chambre vide, Elena agit rapidement. D'un geste sûr et silencieux, elle transféra une petite quantité de crème dans un flacon stérile pris dans le placard de réserve. Il glissa dans la poche de son uniforme comme s'il y avait toujours été. Plus tard, dans la soirée, elle récupéra ses enfants chez les voisins. Matteo, 12 ans, et Maya, 14 ans, ne levèrent à peine les yeux de leurs devoirs, habitués à se débrouiller seuls. Les boîtes de plats à emporter sur le comptoir et les cahiers étalés sur le sol en disaient long. « Maman, ça va ?» demanda Maya, percevant la tension sur le visage de sa mère. Elena força un léger sourire. « Juste quelque chose de compliqué au travail. Rien dont vous devez vous inquiéter. » Quand la maison fut silencieuse et que les enfants dormaient, Elena étala ses papiers sur la table de la cuisine. Vieux manuels, articles scientifiques imprimés, notes prises ces derniers jours. Elle revint sur chaque symptôme présenté par Rousseau. Pour toute personne formée en toxicologie, c'était évident. Alors pourquoi personne ne l'avait vu? Parce que personne ne cherchait. L'empoisonnement au thallium était rare, presque oublié, quelque chose qu'on verrait dans un film d'espionnage, pas dans un hôpital prestigieux. Et même en cas de test, une dose lente et régulière pouvait passer inaperçue lors des analyses standards. Personne n'envisageait qu'un milliardaire de la tech puisse être empoisonné en silence par quelqu'un de proche, et encore moins que les conseils médicaux puissent venir d'une femme de ménage. Le regard d'Elena se posa sur l'uniforme accroché derrière la porte. Un rappel de la facilité avec laquelle on l'ignorait. Mais c'était justement cette invisibilité qui lui donnait une chance. Demain, elle risquerait tout. Elle ne se contenterait pas de révéler le poison. Elle les forcerait à la voir. Elle arriva tôt le lendemain matin, le cœur calme, mais l'esprit en ébullition. En plus de ses produits de nettoyage habituels, elle portait un petit sac. À l'intérieur, des articles ménagers anodins, bicarbonate de soude, papier aluminium, contenant de la cafétéria, assez ordinaire pour ne pas éveiller les soupçons. Mais avec la bonne méthode et ses connaissances en chimie, il pouvait servir à quelque chose. Son premier objectif, rassembler des preuves irréfutables. Aujourd'hui, elle ne ferait pas que nettoyer. Elle prouverait la vérité. Elena adapta son rythme de travail au passage des médecins lors de la tournée du matin, écoutant attentivement les nouvelles concernant l'état de Leonardo Rousseau. Les symptômes correspondaient parfaitement à un empoisonnement au thallium, des lésions nerveuses aggravées affectant maintenant la parole, une chute de cheveux suivant un schéma distinctif et une dégradation rapide malgré des soins avancés. En nettoyant la salle de bain, elle récupéra un autre petit échantillon de la crème pour les mains, en frotta une infime quantité entre ses doigts. Ce même éclat métallique était là, à peine visible, mais évident pour un œil formé. Dans un placard d'entretien éloigné des chambres, Elena se mit au travail. Elle prépara son matériel rapidement, avec assurance et précision. Ce n'était pas un laboratoire, mais les principes étaient les mêmes. Elle avait appris ces techniques à l'université en maîtrisant les procédures avec des moyens limités. Son test improvisé donna un résultat clair, positif au thallium. Elle prit une photo avec son téléphone, une preuve solide, indiscutable. Ensuite, elle consulta le registre des visiteurs de la chambre de Rousseau et repéra un schéma évident. Thomas Jiménez, ancien rival devenu prétendu ami fidèle, venait régulièrement, apportant à chaque fois la même crème de luxe. Le timing coïncidait parfaitement avec l'aggravation des symptômes de Rousseau. Puis, à 14 heures, Elena apprit qu'une réunion d'urgence aurait lieu dans la suite de Rousseau. Tous les spécialistes seraient présents. Son état était officiellement critique. C'était maintenant ou jamais. Elle enfila un uniforme propre, redressa son badge et rassembla tout ce qu'elle avait préparé. Les résultats des tests, les registres de visite, la chronologie des symptômes
et les articles médicaux pertinents. En marchant vers la suite, Elena répétait mentalement ce qu'elle allait dire, se rappelant les cours de toxicologie qu'elle connaissait autrefois par cœur. Dans la chambre, l'atmosphère était lourde de frustration et de fatigue. Les médecins entouraient le lit, tendu et silencieux, pendant que le docteur Hale exposait une nouvelle stratégie de traitement qui avait échoué. Elena frappa une fois et entra sans hésitation. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le docteur Hale fronça les sourcils. « Ceci est une réunion médicale privée. Veuillez quitter la pièce immédiatement. » « Monsieur Russo est en train de mourir d'un empoisonnement au thallium, déclara Elena d'une voix ferme, plus forte qu'elle ne l'aurait cru. « Et je peux le prouver. » Le docteur Hale se raidit. « Sécurité. » « Les symptômes correspondent exactement, dit-elle en avançant vers la table et en y déposant ses documents. Neuropathie progressive ascendante, douleur abdominale sévère, trouble de la mémoire et déclin cognitif. Sa perte de cheveux suit la présentation exacte décrite dans la littérature toxicologique. Elle désigna le résultat de son test artisanal. Ceci est une réaction positive au thallium. J'ai testé un échantillon de sa crème pour les mains, la marque importée Chamberlain. Il l'utilise tous les jours. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Absorbé par la peau, provoquant un empoisonnement lent et discret sur plusieurs mois. « C'est absurde », répliqua sèchement le docteur Hale, incrédule. « Vous êtes une femme de ménage, pas un médecin. » Elena ne broncha pas. Elle soutint son regard avec calme. « J'étais l'une des meilleures étudiantes en chimie à Johns Hopkins avant que la vie ne me pousse dans une autre direction, » répondit-elle posément. Le toxique est administré par la crème que Thomas Jiménez apporte à chaque visite. L'évolution des symptômes coïncide parfaitement avec ces passages. Elle présenta ses résultats de manière claire et structurée, en pointant les registres de visite et des tableaux détaillant l'évolution de la maladie. Son analyse était méticuleuse, fondée sur des connaissances toxicologiques qui, malgré les années loin de l'université, étaient restées intactes. Les tests standards pour les métaux lourds ne le détectent pas, poursuivit-elle. L'exposition est lente. Les niveaux restent juste en dessous des seuils habituels. Mais avec le temps, les effets deviennent impossibles à ignorer, ajouta-t-elle. Un silence pesant suivit. Le docteur Hale ouvrit la bouche pour la contredire, mais hésita, puis se pencha à nouveau pour examiner les tableaux plus attentivement. Le docteur Morales, un jeune médecin ignoré plus tôt, se pencha avec un intérêt renouvelé. En réalité, cela correspond très bien à la chronologie des symptômes, dit-il. Nos tests auraient pu facilement passer à côté. Un autre spécialiste acquiesça lentement. La perte de cheveux et les lésions nerveuses, ce sont des signes typiques d'une exposition au thallium. Le silence s'alourdit, tandis que 20 médecins expérimentés réalisaient ce qu'ils avaient manqué, et qui, elle, l'avaient vu clairement. « C'est un empoisonnement au thallium », déclara Elena d'une voix basse mais assurée. « Quand on sait quoi chercher, les signes sont évidents. » Elle resta immobile, même si son cœur battait à tout rompre, son expression demeurant maîtrisée. Son test artisanal, réalisé avec des moyens limités dans un placard de nettoyage, avait été un pari risqué, rudimentaire comparé à un véritable laboratoire, mais la chimie était exacte. La réaction avait confirmé sans aucun doute la présence de thallium. « Comment avez-vous vérifié cela ?» demanda le docteur Winters, un toxicologue, d'un ton sceptique mais curieux. Rhodisinate de sodium, répondit Elena sans hésitation, adapté pour une utilisation sur le terrain. Le changement de couleur est sans équivoque en présence d'ions de thallium. Le docteur Winters haussa les sourcils, visiblement impressionné. C'est un test sophistiqué, rarement utilisé en dehors des laboratoires spécialisés, fit-il remarquer. Il faisait partie du module avancé de toxicologie, expliqua Elena. Option de 2e année en chimie, le cours du professeur Harrison. À la mention de ce nom, plusieurs visages s'animèrent de reconnaissance. « Harrison, de Johns Hopkins ?» demanda le docteur Morales, les yeux écarquillés. « J'ai suivi son cours pendant un semestre »,
confirma doucement Helena, une lueur de regret ancien traversant son regard. Avant de devoir abandonner, ajouta-t-elle, tandis que le docteur Hale examinait à contre-cœur les résultats de son test de fortune. Il ne pouvait pas nier les faits sous ses yeux, aussi peu conventionnelle que soit la méthode utilisée pour les obtenir. Helena montre sa chronologie détaillée. Le schéma de concentration indique une exposition délibérée et continue. À chaque application de la crème, une petite dose non létale est administrée. Mais avec le temps, elle s'accumule dans les tissus du corps. L'aggravation des symptômes correspond parfaitement aux visites de M. Jiménez. La pièce changea d'atmosphère. Les spécialistes qui l'avaient écarté quelques minutes auparavant commencèrent à poser des questions techniques. Helena y répondit avec clarté, utilisant un langage scientifique précis. À chaque réponse, leur regard sur elle se transformait. Elle n'était plus seulement la femme en uniforme de ménage. Ils voyaient son intelligence, sa formation, sa rigueur. Le docteur Morales ouvrit les derniers résultats de laboratoire de Rousseau sur sa tablette. « Si vous lancez un test ciblé pour le thallium, dit Helena complétant sa pensée, vous verrez des niveaux élevés, surtout dans les cheveux des 3 derniers mois. La chronologie de l'empoisonnement sera clairement visible. » L'atmosphère dans la pièce avait complètement changé. Le doute initial et la condescendance avaient disparu. Ne restait que l'urgence professionnelle et le respect. Le savoir avait fait tomber la hiérarchie qu'il avait autrefois réduite au silence. « Demandez immédiatement un test dédié au thallium », ordonna le docteur Morales, brisant le silence stupéfait. 2 spécialistes s'activèrent, récupérant la crème pour les mains, pour analyse et préparant une nouvelle prise de sang. Pendant ce temps, le docteur Hale restait figé, les yeux fixés sur les données qu'Helena avait présentées. Son visage oscillait entre le déni, la prise de conscience et enfin l'acceptation à contre-cœur. « Si vous avez raison, dit-il d'une voix rauque, alors les traitements qu'on lui a administrés n'ont fait qu'empirer les choses. » Helena acquiesça. Une chélation pour le mercure ne fonctionne pas contre le thallium. Il lui faut du bleu de Prusse. C'est l'antidote adapté. Il se lie au thallium et empêche son absorption. Les médecins présents échangèrent des regards, réévaluant mentalement leur diagnostic. C'est alors qu'une infirmière revint en courant, essoufflée. Les résultats de toxicologie sont arrivés. Les niveaux de thallium sont très élevés. Ce fut un tourbillon d'activités. Des ordres médicaux furent criés, de nouveaux traitements lancés et la sécurité informée au sujet de Thomas Jiménez. Helena parla à nouveau, calme au milieu de l'agitation. Vérifiez les caméras de surveillance. Je pense que Jiménez a appliqué une petite quantité de la crème sur ses propres mains devant les autres, pour donner l'impression qu'elle était inoffensive. Le docteur Morales hocha la tête. On a déjà demandé les images, mais comment avez-vous su? Le schéma était évident, expliqua Helena. Il apportait toujours le même produit. Et à chaque fois, l'état de M. Rousseau se détériorait peu après. Le chef de la sécurité de l'hôpital entra à ce moment-là. « Nous avons visionné les images », confirma-t-il. Jiménez a trafiqué la crème lorsqu'il était seul dans la chambre. Le FBI a été prévenu. Pendant ce temps, M. Rousseau reçut sa première dose de bleu de Prusse. D'autres analyses sanguines confirmèrent pleinement le diagnostic d'Helena. L'ambiance dans la pièce changea radicalement. La résignation silencieuse fit place à un nouvel élan. Après des semaines d'incertitude et de déclin, les signes vitaux de Leonardo Rousseau commencèrent à se stabiliser en moins de 3 heures. Helena resta près du mur, oubliée dans le tumulte. Son rôle avait été crucial, mais dans la frénésie, elle était redevenue invisible. Le docteur Hale finit par s'approcher, son attitude moins rigide, son ton plus humain. « Votre intervention a été... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. Elle était juste, entièrement juste. Helena hocha légèrement la tête, son visage calme malgré l'émotion intérieure. La reconnaissance était forte, mais elle garda son sang-froid. « Comment avez-vous vu ce que 20 spécialistes ont raté ?»
demanda Hale, sincèrement déconcerté. La réponse d'Helena fut simple. « Je suis invisible. J'observe sans être observé. Ça me permet de remarquer ce que les autres ne voient pas. Et je n'ai jamais oublié la formation que j'ai reçue, même si ma vie a pris un autre chemin. » Le docteur Hale inclina légèrement la tête. « Alors je vous dois des excuses. Nous vous en devons tous. » Avant qu'il ne puisse dire autre chose, un changement soudain sur les moniteurs attira l'attention de tous. Monsieur Russo se réveillait. La pièce se figea, tandis que ses paupières papillonnaient pour la première fois depuis des jours. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il faiblement, la voix rauque et sèche. Le docteur Hale se tenait à son chevet. Un choix flottait dans l'air, s'attribuer le mérite ou dire la vérité. Il prit une inspiration, redressa le dos et choisit la vérité. « Vous étiez lentement empoisonné au thallium, dit-il doucement. Aucun d'entre nous ne l'a détecté. Mais elle, oui. » Il se tourna vers Helena. « Voici Elena Moretti. » Elle a compris ce que personne ici n'a vu. Un silence respectueux tomba. Tous les regards se tournèrent vers elle, non pas avec jugement, mais avec admiration. Le regard de M. Russo croisa le sien, encore faible, mais lucide. « Merci, murmura-t-il, d'avoir vu ce qu'ils n'ont pas vu. » Le docteur Morales commença à applaudir. Lentement, les autres suivirent. Bientôt, la pièce résonna d'applaudissements sincères et puissants. Helena se redressa, sa brillante discrétion enfin reconnue. La frontière invisible entre le personnel médical et les agents de service avait été franchie, peut-être pour de bon. Parfois, les connaissances les plus précieuses ne sont pas accrochées au mur, dit-elle doucement. C'est alors que le moment fut interrompu. Des agents du FBI firent leur entrée, calmes, professionnels. Après un bref échange avec la sécurité de l'hôpital, ils commencèrent à demander des témoignages aux membres clés du personnel. L'un d'eux, l'agent Costa, s'approcha directement d'Helena. « Nous devons comprendre exactement comment vous avez identifié l'empoisonnement, » dit-il avec respect, la traitant comme l'égale des médecins. Helena répondit d'une voix claire. « J'ai reconnu le schéma grâce à ma formation en toxicologie. Ensuite, je l'ai vérifié par des analyses chimiques. »« Et votre spécialité, c'est la chimie ?» demanda l'agent Costa. Helena hocha calmement la tête. « Je n'ai jamais terminé mon diplôme. J'ai dû abandonner à cause de responsabilités familiales. » Au lieu d'un jugement, l'agent acquiesça avec respect. « Vos observations ont peut-être sauvé la vie de M. Russo et fourni des preuves cruciales pour une affaire criminelle. » Au fil de l'enquête, les médecins continuèrent d'administrer le bon antidote. Helena observait en silence, tandis que les signes vitaux de Russo s'amélioraient peu à peu. Preuve évidente que son diagnostic avait été juste depuis le début. Les données affichées sur les moniteurs parlaient plus fort que n'importe quel mot. Le docteur Morales s'approcha et lui offrit doucement une chaise. « Vous devriez vous asseoir. Vous êtes resté debout tout ce temps. » Ce petit geste, offrir un siège à quelqu'un qu'on s'attendait à voir rester dans l'ombre, marqua un tournant. Helena accepta d'une voix douce. « Merci. Quel était votre domaine en chimie ?» demanda le docteur Morales, sincèrement intéressé. « Toxicologie et analyse de composés organiques, » répondit-elle. « J'étudiais comment détecter les toxines environnementales. » Il hocha la tête, pensif. « Vous auriez été une diagnosticienne remarquable. » Helena esquissa un léger sourire. « La vie en a décidé autrement, » dit-elle sans amertume. Au fil de la journée, Helena se prépara discrètement à reprendre ses tâches habituelles. Mais près du placard à fournitures, le docteur Hale l'arrêta. « Madame Moretti, » commença-t-il, la voix incertaine, « l'administration de l'hôpital a été informée de votre rôle dans cette affaire. Elle a approuvé un congé administratif payé pendant que vous assistez à l'enquête en cours. Le message était clair. Il ne serait pas approprié qu'une personne ayant surpassé 2 douzaines de spécialistes retourne passer la serpillière. Les choses avaient changé. » Helena hocha la tête, comprenant que l'ordre interne de l'hôpital avait été bouleversé. « Je vais d'abord terminer mes tâches actuelles. » Le docteur Hale cligna des yeux, puis acquiesça d'un petit signe sincère. « Bien sûr. »
Alors qu'Elena terminait son service, elle remarqua le changement. Les médecins, qui autrefois ne la voyaient même pas, la saluaient désormais d'un signe de tête. Les infirmières souriaient, fières et solidaires. La barrière qui la rendait invisible était enfin tombée. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle sortait dans l'air frais de la nuit, Elena s'arrêta sur le parking. Elle leva les yeux vers les fenêtres illuminées de la chambre de Russo, où un homme était vivant et en voie de guérison parce qu'elle avait osé parler et avait eu raison. Ce n'était pas de la fierté qu'elle ressentait, mais une satisfaction paisible. Un mystère difficile avait été résolu, la vérité mise en lumière. C'était suffisant. Dans l'heure qui suivit, des agents du FBI arrivèrent, transformant l'aile de l'hôpital en zone d'enquête active. Elena se retrouva dans une petite salle de réunion, expliquant calmement aux agents fédéraux chaque détail de ses observations et déductions. Ils l'écoutaient avec attention, posant des questions pointues, mais respectueuses. « Vous avez identifié la toxine, le mode d'administration et le suspect uniquement par l'observation ?» demanda l'agent Serrano, visiblement impressionné. Elena répondit avec clarté. « Observation, test chimique et connaissances préalables. Une fois que j'ai vu le schéma, tout s'est aligné. »« Vous n'avez pas seulement sauvé une vie, » continua l'agent. « Vous avez révélé une tentative de meurtre. Thomas Jiménez est en garde à vue. » Ils expliquèrent que les premiers interrogatoires pointaient vers un sabotage industriel, un empoisonnement lent destiné à écarter Russo avant une grande fusion d'entreprises. Lorsque l'interrogatoire prit fin, Elena sortit dans le couloir et remarqua immédiatement le changement. Les infirmières qui auparavant ne la regardaient même pas la saluaient d'un signe de tête. Les médecins qui n'avaient jamais reconnu sa présence croisaient enfin son regard. Le docteur Morales s'approcha, tenant un café à la main. « Je me suis dit que vous en auriez besoin. Vous parlez depuis des heures. » Elena l'accepta avec un chaleureux « merci », un petit geste, mais profondément significatif. Plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à reprendre ses fonctions habituelles, le docteur Hale revint vers elle. La certitude qui l'habitait autrefois avait laissé place à une gêne visible. « Madame Moretti, » dit-il d'un ton formel, « je tiens à m'excuser de ne pas avoir pris vos préoccupations au sérieux. » Son excuse était hésitante, peu naturelle, l'effort d'un homme peu habitué à admettre qu'il avait eu tort. Elena répondit par un hochement de tête respectueux. « Merci, Dr. Hale. » Il hésita puis reprit. « Votre intuition lui a sauvé la vie alors que nous ne voyions pas la solution. Je le reconnais maintenant. » Elena soutint son regard. Nous voyons toutes les choses sous des angles différents. Parfois, la vérité est plus claire depuis une perspective inattendue. Il hocha brièvement la tête et s'éloigna, l'orgueil légèrement écorné, mais le professionnalisme intact. Alors qu'Elena reprenait son travail, poussant son chariot de nettoyage dans les couloirs, elle entendit les murmures derrière elle. C'est elle, la femme de ménage, qui a tout compris. L'histoire s'était répandue, portée par des chuchotements mêlés d'admiration. Elle poursuivit son travail avec le même calme, la même efficacité, mais tout avait changé. Le mur d'invisibilité qui l'entourait autrefois était tombé. Désormais, on voyait au-delà de son uniforme, on voyait l'intelligence, la force, la valeur. La hiérarchie existait toujours, mais Elena y circulait autrement. Pas au-dessus, mais plus en dessous non plus. Elle marchait avec la confiance discrète de quelqu'un dont la valeur avait été révélée et ne serait plus ignorée. Dans les jours qui suivirent, les administrateurs de l'hôpital se heurtèrent à un nouveau défi. Comment définir le rôle d'Elena Moretti dans un système qu'il avait sous-estimé dès le départ? Son titre officiel restait technicienne en services environnementaux, mais Elena était désormais consultée régulièrement sur l'état de M. Russo et sur l'enquête plus large. À la maison, elle expliquait tout à ses enfants avec des mots simples. « Alors, tu as trouvé ce que les médecins n'ont pas vu ?» demanda Matteo, les yeux écarquillés d'admiration. « J'ai remarqué quelque chose qu'ils n'avaient pas vu », répondit doucement Elena. « Parfois,
être à une autre place te permet de voir ce que les autres négligent. Maya, sa fille de 14 ans, resta silencieuse un moment. Est-ce que ça veut dire que les choses vont changer maintenant? Qu'ils vont te respecter davantage? Elena réfléchit un instant avant de répondre. Le respect n'est pas quelque chose qu'on reçoit une fois pour toutes. Il faut le mériter et le préserver. Mais oui, quelque chose a changé. Bientôt l'histoire parvint à la presse. Une femme de ménage résout un mystère médical, sauve un milliardaire. Mais la sécurité de l'hôpital veilla à ce qu'Elena ne soit pas submergée par les journalistes. Elle en fut reconnaissante. La célébrité n'avait jamais été son but. Une semaine après sa découverte, Elena fut convoquée dans les bureaux administratifs. Là, elle fut accueillie par la Dre Catherine Navarro, directrice médicale de l'hôpital. Le ton n'était plus condescendant. Il était collégial, presque prudent. « Madame Moretti », commença la Dre Navarro, « vos actions ont placé l'hôpital dans une situation unique. Vous avez fait preuve d'un remarquable sens médical tout en occupant un poste non clinique. » Elena écoutait, consciente que Navarro avançait sur une ligne délicate. Sa contribution ne pouvait être ignorée, mais la reconnaître pleinement revenait à remettre en question les hiérarchies profondément enracinées du système. Le Conseil a approuvé une lettre officielle de félicitations et une prime financière, poursuivit Navarro. De plus, nous aimerions explorer des opportunités plus en lien avec vos compétences scientifiques. C'était une reconnaissance réelle mais mesurée, une ouverture sans reconnaître pleinement à quel point on l'avait négligée jusque-là. Elena répondit posément. « Merci. J'ai toujours aimé apprendre, même si je n'ai pas pu terminer mes études. Je suis ouverte aux possibilités. » La Dre Navarro sembla soulagée par cette réponse équilibrée. « Monsieur Russo a aussi exprimé le souhait de vous parler lorsqu'il en aura la force. » Elena retourna au travail avec une nouvelle perspective. Son rôle avait changé en partie, mais le système dans son ensemble restait en place. Une percée ne suffisait pas à effacer tous les obstacles. Pourtant, quelque chose avait bougé en elle et dans le regard des autres. Puis, un mois plus tard, elle reçut un message presque irréel. Leonardo Russo souhaitait la rencontrer dans ses bureaux. Elena prit un congé, choisit ses plus beaux vêtements, pas un uniforme, et entra dans le gratte-ciel moderne de Russo Innovations. Contrairement à l'hôpital, où elle passait inaperçue, ici, elle fut accueillie avec respect et escortée comme une invitée d'honneur. Au dernier étage de la tour étincelante, Elena trouva un Leonardo Russo transformé, plus mince, un peu pâle, mais bien vivant. Lorsqu'elle entra dans son bureau, il se leva de derrière son bureau. « Madame Moretti », dit-il chaleureusement, « veuillez vous asseoir. » Elena s'assit, pleinement consciente du renversement. L'homme dont elle nettoyait autrefois les sols lui offrait maintenant une chaise dans sa suite exécutive privée. « Je suis heureuse de vous voir en voie de guérison », dit-elle d'un ton neutre. « Guérison est un mot bien faible, répondit Russo. Je suis en vie parce que vous avez vu ce que tous les autres ont manqué. » Il la regarda avec une intensité calme. « Le docteur Hale m'a parlé de votre passé. Prodige en chimie, boursière, contrainte de quitter l'école après un drame familial. » Elena hocha la tête, surprise par la manière dont il connaissait en détail son histoire. « Le génie ne devrait jamais rester inexploité, » poursuivit-il. « C'est pourquoi j'ai lancé une fondation pour soutenir les personnes brillantes dont les études ont été interrompues par les épreuves de la vie. Vous en êtes la raison d'être et la toute première bénéficiaire. » Il fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvait une bourse universitaire complète pour terminer son diplôme en chimie, frais de scolarité, livres et logements entièrement pris en charge. Il y avait aussi un stage garanti au département de toxicologie de Johns Hopkins, menant à un poste à temps plein après l'obtention du diplôme. « Ce n'est pas de la charité », dit Russo, anticipant son hésitation. « C'est un investissement dans une personne extraordinaire. » Il ajouta, « L'hôpital a déjà validé un poste à temps partiel pendant vos études. »
et un poste à plein temps ensuite. Ils tiennent à ce que vos compétences soient reconnues officiellement. Elena effleura doucement les papiers. Ces pages représentaient un avenir qu'elle croyait avoir laissé derrière elle depuis longtemps. « Mes enfants, commença-t-elle, la voix émue. La bourse comprend la prise en charge complète de la garde d'enfants, répondit Russo sans hésiter. Nous avons tout prévu. La seule question qui reste est, êtes-vous prête à reprendre là où la vie vous a arrêté? Ce soir-là, Elena réunit ses enfants et leur expliqua l'opportunité qui s'offrait à eux. Pour la première fois, elle leur raconta toute l'histoire. « Tu as sauvé un milliardaire ?» demanda Matteo, les yeux grands ouverts d'admiration. « J'ai utilisé ce que je n'ai jamais cessé d'apprendre », corrigea doucement Elena. « Et maintenant, on va commencer un nouveau chapitre ensemble. » 2 semaines plus tard, Elena franchit les portes de Johns Hopkins. Non plus comme employée de soutien, mais comme étudiante. Son badge d'étudiante lui donnait accès aux cours du matin. L'après-midi, elle portait son badge de l'hôpital pour son stage au département de toxicologie. Quand elle croisa le docteur Hale dans le couloir, il l'accueillit d'un simple hochement de tête, la formalité remplaçant l'indifférence d'autrefois. Le docteur Morales, devenu à la fois mentor et ami, continuait de l'accompagner dans sa transition, facilitant son évolution d'employé invisible à experte en formation respectée. « Le service a déjà plusieurs dossiers qui attendent votre avis », mentionna le docteur Morales un après-midi, pendant le déjeuner. « Votre sens du détail. Ils n'ont jamais rien vu de tel. » Dans les moments de calme, Elena repensait souvent à ces mêmes couloirs d'hôpital et laboratoire, des lieux qu'elle avait autrefois traversés sans être vue, serpillière à la main. Aujourd'hui, ces mêmes espaces accueillaient son expertise. Le souvenir ne suscitait ni colère ni regret, seulement de la gratitude pour le chemin inattendu qui l'avait menée là. Le premier jour où elle assista à une affaire complexe de toxicologie, Elena se tint dans le laboratoire, entourée d'instruments qu'elle nettoyait autrefois, désormais entièrement sous son contrôle. Vêtue d'une blouse blanche, elle ressentit un mélange étrange de familiarité et d'émerveillement, le poids d'un rêve longtemps mis de côté, qui se réalisait enfin. Elle prit le dossier du patient, analysa les données, avec une rigueur académique mêlée à une perception affinée par des années d'observation discrète. Elle savait ce que cela signifiait, de remarquer ce que les autres manquaient, de voir clair là où d'autres détournèrent le regard. Bien sûr, la transition n'était pas parfaite. Certains collègues conservaient encore des traces de l'ancienne hiérarchie hospitalière. De temps à autre, quelqu'un s'arrêtait, surpris de la voir analyser des échantillons au lieu de nettoyer le sol. Elena réagissait à ces moments, non par la confrontation, mais avec calme. Son travail, précis, fiable, percutant, parlait pour elle. Chaque solution qu'elle apportait réécrivait les préjugés. En classe, le retour aux études formelles apportait ses défis et ses récompenses. Le langage académique était un peu rouillé. Les concepts théoriques semblaient lointains au début. Mais son expérience pratique lui donnait un avantage que peu d'étudiants avaient, une compréhension vécue. Son professeur d'analyse chimique avancée le remarqua très tôt. « Vous abordez les problèmes depuis leur base, dit-il. Vous voyez comment ils fonctionnent avant même de pouvoir expliquer pourquoi. » Elena sourit. « J'ai appris à l'envers, » répondit-elle, « la pratique avant la théorie. » Pendant ce temps, la Fondation Russo commença à s'étendre. Ce qui avait commencé comme une bourse pour Elena devint une initiative plus large, soutenant les étudiants dont l'éducation avait été interrompue par les difficultés de la vie. Interrogé sur sa nouvelle œuvre philanthropique, Leonardo Russo cita Elena comme source d'inspiration. « Le génie ne se limite pas au diplôme ou au CV », déclara-t-il à Business Week. « Madame Moretti m'a sauvé la vie, non pas grâce à un titre, mais parce qu'elle a continué à apprendre, même sans reconnaissance. Elle m'a fait me demander combien d'autres comme elle ignorons-nous. » 6 mois après le diagnostic qui avait changé sa vie, et la sienne, Elena fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence hospitalière sur l'amélioration des pratiques de diagnostic.
Debout sur le podium, elle regarda le public, des visages qu'elle avait autrefois croisés sans qu'ils la remarquent, maintenant suspendus à ses paroles. L'observation, commença-t-elle la voix ferme, ne nécessite aucun diplôme. Parfois, dit Helena à la salle, d'une voix claire et posée, les idées les plus précieuses viennent d'endroits inattendus, de personnes formées à être invisibles, qui remarquent ce que les autres ignorent justement parce qu'elles perçoivent le monde autrement. Dans l'auditoire, le docteur Hale restait silencieux, son expression complexe, un mélange de respect professionnel et de malaise persistant. Son témoignage avait bousculé la hiérarchie en laquelle il avait toujours cru. Pourtant, tandis qu'elle parlait, il acquiesçait lentement, admettant la vérité de ses paroles. Après la présentation, alors que la foule se dispersait, une jeune aide-soignante de l'hôpital s'approcha d'Helena, hésitante. « Je prends des cours du soir en soins infirmiers », avoua la femme à voix basse. « Mais ici, personne ne le sait. Il voit juste la blouse. » Helena reconnut immédiatement ce regard, ce désir silencieux, cette frustration d'être ignorée, cette volonté farouche de dépasser les attentes. « Continue », dit Helena avec chaleur. « La connaissance appartient à ceux qui ont le courage de la chercher. Ce ne sont pas les titres qui la définissent. Et être sous-estimé, ça peut être un avantage. » La jeune femme hocha la tête, redressant les épaules. Un bref échange, une vérité partagée, et peut-être le début d'un nouveau regard. Ce soir-là, Helena était assise à la table de la cuisine, aidant Maya avec ses devoirs de science. Cette même table qui accueillait autrefois les plannings de ménage et les listes de courses portait maintenant des rapports de laboratoire et des brochures universitaires. Les notes de Maya avaient grimpé, inspirées par l'exemple que sa mère donnait chaque jour. « Maman, demanda-t-elle pensivement, tu regrettes parfois d'avoir dû quitter l'école ?» Helena marqua une pause avant de répondre. « Ma vie n'a pas suivi le chemin que j'avais imaginé. Mais elle m'a appris des choses que l'école ne m'aurait jamais enseignées. Observer en silence, persévérer quand personne ne croyait en moi et trouver ma propre valeur même quand les autres ne la voyaient pas. » Elle sourit. « C'est le voyage qui nous façonne autant que la destination. » Un an après avoir sauvé la vie de Leonardo Rousseau, Helena se tenait sur scène lors d'une cérémonie portant son nom, le lancement de la bourse Moretti pour l'excellence scientifique, un fonds permanent destiné à ceux qui reprennent leurs études scientifiques après une interruption de carrière. Les 5 premiers lauréats furent représentés, un ancien livreur, un jardinier, une vendeuse, tous avec un talent évident, tous contraints un jour d'arrêter leurs études. Aujourd'hui, une seconde chance leur était offerte. « Madame Moretti nous rappelle ce que la société oublie trop souvent », déclara Rousseau devant l'Assemblée, « que le génie ne vit pas seulement dans un CV ou derrière un titre, il vit chez les gens ordinaires, si l'on accepte de regarder au-delà des apparences. » Alors qu'Helena se leva pour saluer les applaudissements, ses yeux balayèrent l'auditoire. Elle aperçut le docteur Hale au fond de la salle. Leurs regards se croisèrent, et en un instant fugace, une compréhension silencieuse les unit, non seulement sur le chemin qu'elle avait parcouru, mais aussi sur tout ce qui avait changé autour d'eux. Il hocha la tête avec respect, un geste qui reconnaissait autant la réussite exceptionnelle d'Helena que sa propre transformation intérieure. Plus tard, alors qu'Helena visitait le nouveau centre de recherche financé par la Fondation Rousseau, elle s'arrêta devant une plaque à l'entrée. Elle portait une simple citation, discrète mais profonde. La Fondation avait pris son cheminement personnel pour en faire un levier durable, un système d'opportunités pour ceux dont le talent reste trop souvent ignoré à cause d'un uniforme, d'un poste ou des jugements sociaux. Ce qui avait commencé comme un moment de reconnaissance pour une femme avait ouvert la voie à beaucoup d'autres. Dans le laboratoire de toxicologie où elle travaillait à mi-temps en terminant son diplôme, Helena était reconnue pour résoudre les cas que personne d'autre ne comprenait. Ses collègues admiraient sa précision en analyse chimique et la finesse de son raisonnement. Mais Helena connaissait le véritable secret. Ses années passées dans l'ombre avaient formé ses yeux et son esprit autrement.
Elle avait appris à voir ce que les autres ignoraient, à remettre en question l'évidence, à percevoir les signes subtils que d'autres ne remarquaient pas. Ce qui avait autrefois ressemblé à de l'invisibilité était devenu son atout majeur. 2 ans après le diagnostic qui avait bouleversé sa vie, Elena se tenait en toge de diplômée. Ses enfants l'applaudissaient depuis la salle, leur sourire lumineux. À 40 ans, elle était plus âgée que la plupart de ses camarades. Son parcours avait été plus long, parsemé d'obstacles que d'autres n'avaient jamais connus. Mais en traversant la scène pour recevoir son diplôme, Elena ne ressentait que de la gratitude. Chaque instant, chaque sol frotté, chaque jugement subi, chaque heure silencieuse passée à observer, avait fait d'elle l'experte qu'elle était devenue. Après la cérémonie, elle serra ses enfants dans ses bras. Maya l'enlaça fort. « Je suis tellement fière de toi, maman. » Elena lui embrassa le front. « Souviens-toi toujours de ceci, » leur dit-elle. « Ta valeur ne dépend pas du regard des autres, elle est déjà en toi. Il faut juste attendre le bon moment pour la laisser briller. » Ce soir-là, lors d'un petit dîner de célébration, le docteur Morales se leva pour porter un toast. « À Elena Moretti, dit-il avec un sourire, qui a rappelé à tout un hôpital que la sagesse ne vient pas toujours d'où on l'attend. » Elena lui rendit son sourire, repensant à son long parcours, de l'invisibilité à la reconnaissance. Le changement de statut semblait accompli, mais elle n'oublia jamais la valeur de son point de départ. C'est là qu'elle avait appris à voir ce que les autres ignoraient, à puiser sa force dans le silence et à reconnaître le génie, même sans titre. Dans son bureau à Johns Hopkins, autrefois une simple pièce qu'elle avait nettoyée, elle gardait maintenant une petite photo encadrée d'elle en uniforme. Non comme un symbole de ce qu'elle avait fui, mais comme un hommage à la force et à la clairvoyance née de ces années-là. Son téléphone sonna. Un autre hôpital appelait, demandant son aide sur un cas d'empoisonnement mystérieux. Elena répondit avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. « Ici, le docteur Moretti. Que puis-je faire pour vous ?» Le titre sonnait juste, non pas donné, mais mérité, au terme d'un chemin aussi peu conventionnel qu'indiscutable. Tandis qu'elle écoutait l'appelant expliquer l'affaire, son esprit commença à relier les indices que d'autres n'auraient pas remarqués. Son don, né dans le silence et affûté par l'expérience, était à nouveau requis. Et si cette histoire de génie invisible et de justice tardivement rendue vous a touché, sachez qu'il y en a d'autres. Nous vous proposons des récits puissants, ancrés dans le réel, où les oubliés triomphent grâce à leur talent, leur ténacité et leur courage. Chaque semaine, des histoires inoubliables de revanche, de reconnaissance et de victoires silencieuses prennent vie. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune histoire comme celle d'Elena, le voyage d'une femme passée de l'invisible à l'indispensable.